Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'annexion du Panama, l'annexion du canal de Panama. Nous avons présenté dans une... cette vidéo est réservée aux membres. Oui, je le dis bien, c'était réservé. Si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à être membre de notre chaîne. Et puis là, on va vous mettre des éléments géostratégiques qui sont propres, qui sont très pointus et que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc n'hésitez pas déjà à devenir membre pour parler, pour bénéficier de ces informations très discrètes qu'on a sur certaines situations géostratégiques dont certains pays n'aimeraient pas qu'on en parle. Qu'en est-il du cas de Panama? Comme je vous ai promis, le cas du Panama est un cas atypique. Parce que en 1990, quelque chose d'étrange s'est passé au Panama. Alors que les États-Unis sont le patron, sont la nouvelle métropole des pays de l'Amérique centrale, des pays de l'Amérique latine, donc ils ont arraché le pouvoir à l'Espagne et ils ont décidé de continuer la colonisation jusqu'à la libération totale du pays, jusqu'à ce que le pays obtienne la souveraineté. Le Panama en 1990 a connu un président qui avait tendance à vouloir nationaliser le canal de Suez. Et ce président s'appelait Noriega. Oui, c'était en 1990, Noriega. Vous comprenez que les États-Unis n'avaient pas encore... Il restait encore 9 ans pour que les États-Unis cessent le bail. Parce qu'ils avaient pris de contrôler le canal de Suez, le canal de Panama, je vous en prie, pour 99 ans. Et 9 ans avant, il y a un président qui tente de vouloir interrompre le bail plus tôt. Et ça ne plaît pas aux Américains. Et comme ils sont partout dans la région, à l'époque, pour lui imposer, dans leur diktat, ils ont demandé au président de reculer. Le président n'a pas voulu. Et la chose qui avait, le malheur qu'il y avait à cette époque-là, dans les années 90, c'était d'accuser un président de narcotrafiquant, comme on sait le cas en Amérique latine, en Amérique centrale. Toute l'Amérique centrale, on disait que ça pullulait la coca. Ben, ça, c'était le discours, la narration que les États-Unis faisaient pour attraper quelqu'un. Comme aujourd'hui, on accuse toujours tout le monde de terroriste. À l'époque, on accusait tout le monde de narcotrafiquant. Donc, pour le cas de ce président qui a tenté de vouloir nationaliser le canal de Suez 9 ans avant, on lui a dit qu'il était un narcotrafiquant qui trafiquait la drogue et que s'il n'arrête pas, on va venir le chercher. Bon, effectivement, le président se disait fort dans son bunker et qui ne savait pas comment est-ce qu'on allait venir le chercher. Et effectivement, les Américains sont venus le chercher dans son palais sain et sauf. Comment est-ce que l'opération s'était déroulée? Ça, c'est la phase la plus importante. Alors que toute l'armée s'était déployée autour du palais et que des gens s'étaient bien armés pour attendre voir comment l'armée américaine allait débarquer pour amener le président. On a égasiné nuitamment une pénétration dans le palais présidentiel par des armes très puissantes et très discrètes sur lesquelles nous allons revenir parce que certaines armes ne sont pas toujours au courant. Aujourd'hui, on a des armes, on a traversé donc des armes conventionnelles que l'on connaît pour aller vers des armes naturelles. Oui, on utilise désormais des armes naturelles. Vous avez compris, pour le cas de la Chine tout récemment ou de la Russie, qui vont utiliser donc des requins ou des requins naturels ou des baleines pour faire la guerre. Donc voilà à peu près où on est passé. Donc à l'époque, on avait utilisé une autre arme qui était l'arme du bruit, où on a fait, et cela a permis aux Américains d'entrer dans le palais sans tuer un seul soldat panaméen, de récupérer le président et de le déporter aux États-Unis, où il est mort tout récemment. Ce président, nous lui avons dit, à l'époque on lui disait bravo, et c'était pour lui un malheur, un crime d'avoir fait. Donc il a purgé toute sa peine là-bas jusqu'à ce qu'il en est mort. Donc voilà pour ce qui s'est passé du cas de Panama. Donc aujourd'hui, les Américains veulent revenir, contrôler ce Panama qu'ils maîtrisent bien, mais c'est surtout pour des enjeux géostratégiques. Ils veulent occuper des places centrales. Si au cas où il y a un conflit, il faudrait que les Américains soient en position de force. Donc en plus des arguments financiers sur lesquels on fait taxer beaucoup les bateaux américains alors qu'on laisse les autres tranquilles, il y a également des arguments économiques qu'il faudrait que les Américains mettent en avant, mais au-dessus de tout cela, c'est les arguments géostratégiques, le positionnement stratégique qu'on a en cas de conflit. Donc, c'est un positionnement stratégique qui va devenir un positionnement tactique le moment nécessaire. Donc, si vous avez bien compris cette petite vidéo que j'ai faite pour le cas du Panama, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pourrais encore revenir en large sur la géographie du Panama, son histoire politique et pour bien comprendre l'influence des Américains dans la région, dans cette région de l'Amérique centrale et du cas du Panama en particulier. Est-ce que ce serait possible donc que ce pays soit encore annexé? Vous-même, au regard de ce que je viens de dire, ce serait même la tâche la plus aisée pour les États-Unis.
Ce n'est pas seulement le Canada, ce n'est pas le Canada qui est plus facile à annexer, mais ce serait également le cas du Panama. Le cas le plus crucial pourrait être le cas du Groenland, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Merci pour mes premiers chers membres de cette communauté qui vont suivre cette vidéo. N'hésitez pas à vous poser toutes les questions. Je pourrai revenir avec des réponses plus fines pour vous donner des précisions, des détails sur le cas de l'annexion du Panama. Merci, vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.